J'ai coupé, monsieur et madame Klarsfeld, j'ai coupé votre micro. Euh, donc on ne vous entend pas, mais je vais demander peut-être, voilà, je vais essayer de rétablir le son ou peut-être demander à Arnaud de le faire directement sur l'écran. Est-ce qu'on coupe le son? Est-ce que nous, on coupe le son quand on commence ou pas? Non, c'est Jean-François qui se chargera, s'il estime nécessaire, de couper le son. Euh, Est-ce que la clim derrière, est-ce que le son est dérangeant? Non, ça va. On non, n'entend pas du tout. Pas du on tout. n'entend pas. On aimerait bien la sentir, la clim, mais C'est on... ça. Quelle chance, Anita. Ah oui, c'est parce que ma mère est israélienne et c'est son ancien appartement. Ah, voilà. Gad, tu me mets en co-animateur, Oui, Jean-François. hein? Ok. Alors là, si Arnaud est dans les parages, je lui demanderai d'activer le micro directement sur votre écran. Voilà, comme le micro est coupé, je ne vous entends pas. Voilà, formidable Arnaud. On le recadre. Est-ce que vous m'entendez, monsieur et madame Klarsfeld? Très bien, oui. Très bien, très bien. On est à 9 minutes du départ. Je profite de vous avoir quelques minutes pour... vous avez été nos invités pour un hommage tout récemment, il y a 2 ans, hein, Serge, je crois, au Centre communautaire de Paris, que vous connaissez bien. Hein. Et puis, ce que je vous disais, c'est que nous allons organiser pour le mois de novembre l'inauguration de la statue Elie Wiesel dans nos locaux. On n'a pas encore la date, mais on sera très heureux que vous puissiez être avec nous pour cette inauguration. C'est indispensable même. Voilà, Jean-François, Mhm. l'un des sujets que Nathalie a préparé, c'est la question de l'engagement. Et donc, ce que je voudrais, c'est que s'il y a des questions sur ce sujet-là, parce qu'il y aura beaucoup de questions, il faut arbitrer et salut bonhomme, il faut arbitrer et mettre en avant plutôt ces questions-là qui sont des questions qui peuvent être inspirantes pour les jeunes. D'accord? Hein, tu vas devoir faire le choix. C'est ce que je disais. Serge et Béate, on va demander au public de poser quelques questions et c'est Jean-François qui va les modérer. Ok. Huit minutes. Serge et Béate, c'est une expérience que vous avez déjà eue avec Zoom, non? On n'entend rien. Alors, on ne vous entend pas bien. On ne vous en- On peut parler. On peut parler plus fort? Oui. Oui. La première fois. Ah, c'est la première fois. Ah, Ah, Vous voyez, il y a toujours des premières fois. Il y a des premières fois où on gifle un chancelier et puis il y a des premières fois où on fait du Zoom, un événement en ligne. On se permettra, Serge et Béate, et Nathalie ou Jean-François, de vous indiquer si on ne vous entend pas bien, parce que c'est vrai que comme vous êtes face à un ordinateur avec un micro voilà, on n'est pas dans les meilleures conditions possibles et on le comprend, mais on se permettra tout simplement de vous le signaler. D'ailleurs, Serge, Nathalie vous interrogera tout à l'heure sur le sujet de cette évolution de l'antiracisme qui finalement est un racisme de type c'est un mouvement. autre racisme.
Euh, euh, et il y a également une autre question qui nous interpellait, c'est ce contexte de confinement, d'épidémie et de confinement qui est parfois, qui peut laisser penser ou qui est parfois similaire à celui qu'on a pu connaître pendant la guerre. Euh, euh, Évidemment, les conditions sont totalement différentes, mais cet enfermement, et cet enfermement nécessaire pour sauver sa vie, il y a quelque chose, il y a des sentiments un peu, euh, un peu nouveaux, hein, pour lesquels nos générations n'ont pas eu à se préoccuper. Euh, Et donc il y a tout voilà. un tas d'autres analogies pour continuer dans ce que tu disais, Gad. Euh, En 40, on a nommé des experts qui étaient des militaires. Et, et puis là, on a des experts qui sont des scientifiques aussi. On confie le destin de la nation à des gens dont on imagine qu'ils ont une vérité immanente, absolue. Et puis finalement, ils se bagarrent tous entre eux. On n'y comprend rien. Il n'y a pas de vérité absolue. C'était prévu quand même, puisque ils ont prévu les masques à gaz et que les Juifs ont eu besoin de masques à gaz pendant cette guerre. Voilà. Oui. Alors, je vous invite, 18h26. voilà, je vous invite en tout cas ceux qui ont leur téléphone à côté à le mettre en mode silencieux. Également, Le problème, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, il fait des bruits quand il reçoit des mails. alors il faut fermer la messagerie, Anita. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai le texte dessus. Je sais pas comment. Non, tu l'enregistres, tu ouvres ton doc, tu l'enregistres sur ton disque dur. Ah, sur Word. Oui, 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 il est dans mes documents, hein, il est. Ah mince. La Bon, pièce, alors là, la pièce Tu fais jointe. tu fais un copier-coller sur Word et puis. Mais la pièce jointe est en Word, donc elle peut être directement Non, ouverte. non, c'est parce que bon, là. parce que sinon on va en avoir des Alors, petits bips, Anita. oui, oui, bah, j'essaye de faire aussi vite que je peux. D'accord. Et maintenant, je dois encore prendre ce que Nathalie m'a envoyé. Sept. Mince. Ça va aller, Anita? J'ai pas fini. J'essaye de coller. Je suis désolée. Du coup, je suis. Ah voilà. Ouais, c'est bon. Alors, je vais fermer la messagerie. Euh, ouais, mais là, il me met 40 ans. J'espère que. Ah, ouais, là, je crois que ça va. Il y a Normalement, 29. Ok. On va, à partir de cet instant, on va accueillir le public et voilà, qui commence à nous rejoindre. Et je prendrai également une petite minute pour lancer le live.
Facebook. Ce sera à toi dans un instant, Jean-François. Tu me donnes le go. Toi, Jean-François. Mesdames et messieurs, bonjour. Peu de combats ont donné à des militants engagés ce que j'appellerais des lettres de noblesse. Je me souviens, nous sommes là ce 6 juin 1979, occupant le tribunal de Cologne, me reconnaissant sur la photo en première ligne, Annette Zeitman, notre amie, me remet lors d'un hommage qui vous était consacré, Serge et Béate, à l'Écuge, cette petite brochure en hommage à Élie Kagan, photographe, militant, toujours aux côtés des filles et fils des déportés juifs de France, qui nous a quittés il y a déjà 21 ans. C'était l'une des 11 photos prises par lui qui illustrait cette brochure. Bonjour à Serge, bonjour à Béate Klarsfeld, bonjour à nos amis de l'Écuge que Gad, notre directeur, représente ici, que Nathalie Tenenbaum, membre du conseil d'administration, représente. Bonjour aussi à Anita Alas, qui est la secrétaire générale du cercle Karl Lutz, dont elle nous parlera également, mais tout de suite. Et bonjour bien sûr à vous tous, très nombreux parmi les participants, mais tout de suite je cède la parole à mon collègue et ami Gad Ibgi, le directeur de l'Écuge. Gad, c'est à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Béate et Serge Klarsfeld. Permettez-moi au nom de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel de vous remercier d'être avec nous pour une expérience inédite pour vous. Vous êtes en direct sur Internet, vous vous adressez à des participants à cet événement en ligne sur Zoom, sur cet outil qui est devenu un classique, mais vous vous adressez aussi à quelques milliers de personnes qui nous regardent en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Écuge, ainsi que sur la page Facebook du Cercle Karl Lutz. Et donc, permettez-moi également de remercier nos amis du Cercle Karl Lutz de cette co-organisation de cet événement. Je vais, maintenant que je vous ai souhaité la bienvenue, passer la parole à Anita Alas, secrétaire générale du Cercle Karl Lutz. Madame, Monsieur, chers amis, je suis très heureuse de vous inviter ce soir à un entretien avec deux personnalités hors du commun qui sont également membres du conseil du cercle Karl Lutz, Béate et Serge Klarsfeld. Je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, l'Écuge, pour cette très belle opportunité, prélude, nous l'espérons, à d'autres collaborations dans le futur, en votre présence à tous, naturellement. Le cercle Karl Lutz est une initiative née en Suisse qui a pour objectif de valoriser l'héritage de Karl Lutz, un diplomate suisse juste parmi les nations qui mena la plus grande opération de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale. En distribuant des lettres de protection, il sauva 62 000 personnes d'une mort certaine. Malgré l'humanité extraordinaire de ce geste, il reste cependant encore méconnu. Nous avons donné des conférences au musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, à Paris, Tel Aviv, New York, Genève, Washington DC. Et nous sommes actuellement en train de rénover la Maison de Verre au centre de Budapest, qui fut un sanctuaire lors de cette opération de sauvetage hors du commun. Je vous encourage vivement à visiter notre page Facebook et notre site Internet. Et je repasse la parole à notre partenaire de l'Écuge. Merci. Ton micro, Jean-François. Le micro, voilà. Merci beaucoup, Anita. Et c'est tout de suite Nathalie Tenenbaum, qui est la secrétaire générale adjointe de l'Écuge,
qui va mener ces débats. Nathalie, tu as tout de suite la parole. Merci Jean-François. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Serge et à Beat Klartsfeld d'être avec nous ce soir. Nous allons évoquer ensemble votre parcours exceptionnel de militant de la mémoire. Mais avant, je souhaiterais revenir quelques instants sur l'actualité française. Que pensez-vous, chère Beat, cher Serge, des débordements antisémites auxquels nous avons assisté récemment lors de la manifestation initiée par le comité Adama Traoré contre les violences policières? Je suis d'une génération qui a été marquée par Touche pas à mon pote. La manifestation ce jour-là semblait très éloignée de cette référence. Depuis le début des années 2000, on a le sentiment que la société française est extrêmement polarisée, déchirée par de très fortes luttes catégorielles. Êtes-vous pessimiste sur l'avenir de la société française? La première fois, pendant une manifestation, on a crié mort aux Juifs, eh bien, c'était il y a une quinzaine d'années. C'était une manifestation du MRAP. Et Arnaud, qui a dénoncé, notre fils qui a dénoncé ce dérapage, a été condamné à 1 euro de dommages et intérêts envers le MRAP parce qu'il a rappelé que c'était au cours d'une manifestation du MRAP qu'on a crié mort aux Juifs. C'était effectivement le début de cet antisémitisme répandu dans une certaine catégorie de la population et qui a donné lieu non seulement à des débordements mais verbaux, mais également à des attentats. Alors, je souhaiterais maintenant vous faire réagir, tous les deux, sur une polémique récente également, dont certains groupes se sont emparés en France, qui projetait de déboulonner les statues de certaines figures historiques, de débaptiser des lieux publics, de changer le nom des rues ou des établissements scolaires. En tant que militant de la mémoire, en tant qu'historien, défenseur de la complexité, comment réagissez-vous? C'est une question qui est complexe, difficile à résoudre. En tout cas, nous, en tant que juifs, nous avons aussi déboulonné des statues. Mais c'était des statues, disons, récentes. C'était le régime de Vichy, dont on ne voulait absolument pas parler en ce qui concerne le sort qu'il avait réservé aux Juifs. Mais je comprends personnellement la volonté de ceux qui sont malheureux de voir que sont honorés ceux qui ont persécuté au cours des siècles leurs ancêtres. Nous-mêmes, nous sommes dans la même situation qu'eux parce que Saint-Louis a persécuté les Juifs. Prenez à Paris le pont Alexandre III. Il n'y a pas eu de plus grand pogromiste en Russie que Alexandre III. Et pourtant, le pont porte son nom en raison de l'alliance franco-russe. Il y a des tas d'autres antisémites français qui nous font horreur en tant qu'antisémites. Mais il ne faut pas oublier une règle absolue de l'histoire, à mon avis, c'est que les hommes, les femmes aussi, mais l'histoire ne retient que le côté positif des hommes et oublie le côté négatif au fur et à mesure que le temps passe. Ça peut prendre quelques années, mais ça peut prendre le plus longtemps des siècles. Et donc, le siècle de Gengis Khan, c'est le XIIe siècle, le siècle de Gengis Khan. Gengis Khan a commis beaucoup de crimes, mais qui se souvient des victimes? Nous, on est là, notre génération, on s'est battu pour les victimes, mais les victimes, nous sommes des gens qui avons connu les victimes. C'était nos pères, c'était nos mères, ça nous donnait la force d'agir. Mais personne n'a connu Gengis Khan et dans 500 ans, personne n'aura connu Adolf Hitler. Alors l'histoire, c'est imprévu. Qu'en sera-t-il dans 500 ans? Vous ne le saurez pas, je ne le saurai pas, mais peut-être Adolf Hitler aura une statue pour avoir construit les premières autostrades. Dieu sait quoi. On ne peut pas prévoir l'avenir. Et
et donc, je comprends que Colbert fasse horreur, mais Colbert a apporté beaucoup à la France d'un autre côté. Et donc, il faut de la pédagogie, il faut expliquer que le chemin qui nous a amenés à la situation actuelle est un chemin qui a pris plusieurs directions, qui est passé par plusieurs grands hommes, par de nombreux grands hommes, que il y a 20 000 ans, c'était l'âge encore des cavernes pratiquement, et qu'on est arrivé à la situation d'aujourd'hui avec la sécurité sociale, avec le développement qu'on connaît, avec l'essor de l'espèce humaine, et que c'est passé par différents moments historiques où les uns ont commis du mal et commis du bien, et où d'autres n'ont commis que du mal. Il faut expliquer qui était Colbert, qui était Alexandre III, etc. Déboulonner les statues, je ne pense pas que ce soit souhaitable, je ne pense absolument pas que ce soit souhaitable, mais que dans les livres d'histoire et surtout dans les manuels pour les enfants que l'on indique le parcours de chaque grand homme, oui, et j'aurais préféré effectivement que dans le monde entier, les rues et les statues ne soient dédiées qu'aux hommes de science ou aux hommes d'art qui n'ont apporté pratiquement que du bien, mais ce n'est pas le cas, et beaucoup de militaires, beaucoup d'hommes politiques qui ont commis des erreurs, ont leur statut, mais ils ont commis aussi, ils ont agi aussi en faveur du pays dont ils étaient originaires, ils ont agi en fonction du patriotisme, etc. Donc c'est compliqué, il faut beaucoup de pédagogie, et la remise en cause dans notre pays est une remise en cause qui est un peu normale, parce que notre pays a accueilli beaucoup de personnes originaires des pays colonisés, elles font partie de la France, et donc elles se retournent vers leur passé, comme nous nous sommes retournés vers le passé du régime de Vichy, ou pour le passé des antisémites en France. Voilà. Alors, j'aimerais revenir justement à un moment fondateur de votre engagement, plus particulièrement Serge, mais la question s'adresse également à Beate. Dans votre très bel ouvrage, Nos vies contre l'oubli, paru en 2019 aux éditions Philippe Ray, vous évoquez, cher Serge, votre premier voyage à Auschwitz et à Birkenau en 1965 comme un moment fondateur. Pourriez-vous expliquer dans quelles conditions vous vous y êtes rendu? Que s'est-il passé pour vous sur place, notamment à Birkenau, que personne ne visitait à l'époque? J'allais avoir Beate aussi, et surtout Beate allait avoir notre premier enfant, et donc j'ai ressenti l'absence de mon père qui est mort à Auschwitz, assassiné à Auschwitz, et j'ai voulu renouer, non pas renouer, mais continuer le lien avec lui au moment où j'allais avoir peut-être un fils que j'appellerais Arnaud, et le même prénom que mon père, et j'ai décidé de reconstituer la dernière partie, la dernière étape de son parcours. Je suis allé au mémorial du martyr juif inconnu, j'avais assisté à la pose la première pierre du mémorial, à l'inauguration du mémorial en 53, en 56, et en 65, j'avais 30 ans, je suis allé donc à Auschwitz. C'était difficile à l'époque, je suis passé par la Russie d'ailleurs, l'Union soviétique à l'époque, et je suis arrivé à Auschwitz par moins 25 degrés, il faisait vraiment un froid glacial, et c'était les conditions, je dirais, presque idéales pour visiter, aller à la rencontre d'Auschwitz, à la rencontre des conditions dans lesquelles mon père a vécu avant d'être mis à mort. Et je me suis retrouvé à Auschwitz où il y avait du monde, il y avait des gens des démocraties populaires,
Et j'ai voulu aller à Birkenau, mais il fallait y aller à pied et il n'y avait personne à Birkenau. J'étais le seul visiteur à Birkenau. Et à Birkenau, j'ai ressenti une sorte d'appel parce que je savais que j'aurais dû y arriver moi-même en 1943, en même temps que mon père, ma mère et ma sœur. Notre père nous a sauvés en nous cachant, en construisant un bunker, une cachette dans un placard. Mais j'étais tout seul et j'ai ressenti cet appel, un appel qui m'a fait comprendre que j'appartenais à une catégorie particulière de juifs qui avaient vu la menace la plus terrible peser sur le peuple juif et en même temps la renaissance d'un État juif. J'avais visité Israël, j'étais allé travailler au kibbutz en 1953 et j'ai donc ressenti que la mémoire de ce qui s'était passé pendant la Shoah et que la sécurité d'un État juif étaient les deux axes sur lesquels devaient désormais les deux axes qui devaient guider ma vie. Voilà. Et pour vous, chère Beate, est-ce qu'il y a un moment fondateur dans votre engagement? Le moment fondateur, je crois que c'est le moment où j'ai rencontré Serge, parce que si on ne s'est pas eu rencontré un jour à Paris, peu de temps après mon arrivée, ben, on ne serait pas là aujourd'hui à être interviewé par vous. Mais pour moi, je dis que je suis née à Berlin, j'ai vu aussi justement le bombardement, les masques à gaz, on a eu aussi, on était dans les caves, notre appartement était bombardé. Et puis, arrivé à Paris, bon, j'ai vu quand même Berlin détruit. Et puis, je voyais des amis, des parents à l'Est. On habitait à l'Ouest, mes parents, sous les rôles britanniques. Mais je sentis quand même que c'est une ville détruite. J'ai aussi, à l'époque, je ne savais pas encore finalement des ruines. C'était quand même parce que les Allemands avaient commencé la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on ne racontait pas à l'école, bien entendu. Et puis, un jour, j'ai voulu quitter Berlin. J'ai eu la chance, avec une amie, d'aller à Paris comme fille au père. Elle s'était déjà engagée. Et puis, donc, peu de temps après, au mois de mai, d'ailleurs, le jour où Eichmann était captivé par le Mossad, amené à Jérusalem, j'ai rencontré dans le métro, ben, c'était vraiment une question de 10 minutes, j'ai rencontré Serge. Et voilà, il m'a parlé au métro. Et puis, c'était le début de notre rencontre, et puis après, des événements qui sont arrivés et mon engagement commençait après. Anita, à ce sujet, vous aviez une question. Oui, en fait, j'aurais souhaité comprendre d'où vient cette volonté de vous engager. Ben, la question de s'engager, c'était oui. Et donc, pour le moment, je dis, j'étais préparée un petit peu parce qu'arrivé à Paris, j'ai appris donc ce qui était arrivé pendant la guerre. J'ai vu aussi quels crimes ont commis mon pays. En plus, j'ai rencontré Serge, juif, dont les parents, le père était déporté à Auschwitz. Et puis, bon, en principe, j'ai commencé à me renseigner, être aussi, bon, Serge m'a dit, donc, tu n'es pas coupable parce qu'il y a Hans Fischer qui s'est engagé, c'était pour moi toujours un exemple, qui s'est engagé contre le nazisme, était décapité à l'âge. Et puis, il y avait un moment qui est arrivé, je me suis engagée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour rapprocher la jeunesse allemande et française. Kiesinger, qui était élu chancelier en Allemagne, et d'ailleurs aussi, aujourd'hui, Kiesinger, il était ministre-président de Baden-Württemberg, il a ses rues et ses places partout. M'a demandé une fois aussi de signer pour changer de nom. J'ai dit, écoutez, il était un chef très bien à Baden-Württemberg, il a apporté beaucoup à ce land. Mais donc, je me dis, c'est très compliqué. Là, vous avez vu cette question posée d'abord à Serge. Mais donc, quand Kiesinger a été élu président, chancelier, ben, pour moi, c'était en tant qu'Allemande de réagir, de protester. Il n'y avait pas de protestation, très peu, même en Israël, en France, nulle part, parce qu'il était, je sais pas, ministre-président de Baden-Württemberg, il était un bon membre du Parti chrétien-démocrate, et j'ai protesté avec des articles dans un journal Combat à l'époque, et sur ces articles-là, où j'ai critiqué la présence d'un chancelier nazi, qui était propagandiste nazi comme chef d'État en Allemagne. J'ai déjà dit que moi, j'étais dans Berlin, le maire était à l'époque Willy Brandt, donc pour lui, j'avais une grande admiration. Je dis pourquoi ne pas prendre un homme qui a résisté au nazisme comme Willy Brandt, mais Kiesinger.
Donc, cet article-là, je l'ai révoqué de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ou du côté allemand, il y avait des anciens nazis aussi, d'ailleurs, mais ils sont partis. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Révoquer quand même une Française. J'étais devenue française, j'avais été à Paris. Comment on peut, Serge m'a dit, comment on peut laisser faire que toi, tu sois révoqué pour ça, pour avoir critiqué le fait que l'Allemagne s'est choisi un chancelier nazi. Et bien, bon, l'engagement est venu. La révocation, on m'a dit, si vous regrettez, vous pouvez le faire. J'ai dit non, je continue. Et donc, ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter une prochaine fois aux élections. Et tout de suite, dès le début, je dis, pour moi, un chancelier, c'est Willy Brandt. Et en plus, cette campagne-là, je me suis battue pour que Willy Brandt devienne chancelier, ce qui est arrivé en 69. Et je crois que j'ai eu pas mal de chance de pouvoir mener sa campagne pour lui. Anita, tu avais une autre question justement sur les répercussions de cette gifle, autre moment fondateur. Tout à fait. Donc, est-ce que cet autre moment fondateur a constitué, selon vous, Beate, un catalyseur de la prise de conscience de la jeunesse et plus largement de la société allemande? Ben, écoutez, je dis, j'ai révoqué l'Office franco-allemand, donc il fallait mener une campagne. Et il y avait très peu de monde qui me soutenait à l'époque. Donc, c'était un peu la jeunesse de 68 qui s'est engagée avec moi, pour justement montrer qui était le chancelier. Et ce n'était pas facile, je vous dis. La plupart de la société allemande était pour le fait que Kiesinger est chancelier. Donc, il fallait trouver des actions. Bon, on a publié des livres, on a fait des brochures, je les ai distribuées au Parlement, aux journalistes. Il n'y avait pas de réaction. Donc, on a essayé de chercher des actions qui pouvaient donc justement apporter quelque chose. Et on a trouvé que ce n'était pas avec les traditions traditionnelles, des livres, des brochures distribuées, parler aux parlementaires allemands, de s'engager. Et il fallait trouver donc des moyennes. Et c'était là la première fois qu'on a essayé de manipuler la presse aussi et obtenir quand même une résonance. Et c'était donc des actions spectaculaires. La première fois, j'ai interrompu le speech de Kiesinger au Parlement allemand à Bonn à l'époque. Et puis après, il fallait chercher quelque chose de plus spectaculaire. Eh bien, c'était cette gifle que j'ai donnée au parti du Parti chrétien-démocrate à Berlin, contesté par la jeunesse allemande. On était venus pour manifester, mais on n'a pas pu arriver jusqu'à parler des congrès. Et puis donc, finalement, j'ai réussi à entrer. Et puis, par chance, je me suis trouvée derrière lui. Et puis, quand il s'est retourné, j'ai écrit Nazi Kiesinger démissionne et condamné le jour même à 1 an de prison ferme, ce qui était impossible aussi. Bon, j'ai été relâchée après pour d'autres raisons, parce que j'étais aussi française. J'ai demandé, je m'adressais à la justice française. Mais quand même, j'ai continué ma campagne en 69 pour les élections. Et comme je disais, Willy Brandt a pu devenir chancelier. Justement, si on peut revenir sur votre militantisme qui est assez radical, puisque Beate, vous effectuez plusieurs séjours en prison, des enlèvements de certains dignitaires nazis sont organisés, même s'ils échouent, l'intégration systématique de happening dans la mise en forme de la protestation. Bref, on a vraiment l'impression que vous étiez très précurseur et que le traditionnel défilé Bastille-République, ce n'est pas pour vous. Et dans ce magnifique ouvrage, Serge écrit « Il y a des rôles que Beate joue, d'autres que je joue. Celui-là, seule Beate pouvait le jouer, la fille giflant le père. Elle agit en tant qu'allemande protestante, moi en tant que juif que français. Mais il n'y a pas l'un qui est dans l'action, l'autre dans la documentation. Nous avançons ensemble, c'est fusionnel. » Alors j'aimerais que vous reveniez un petit peu, peut-être Serge, sur cette conception de votre engagement en commun, de cette belle leçon finalement de couple et d'activisme. Beate, nous sommes la génération de l'après-guerre juive et allemande. On était des enfants à la sortie de la guerre, mais on était des jeunes gens 10 ans après. Nous avions cette force de représenter cette jeunesse. Beate en tant qu'Allemande, moi en tant que Français juif, et les rapports de l'Allemagne et de la France étaient importants. Le sort des criminels nazis, ce n'est pas le sort individuel de tel ou tel criminel nazi qui était important. C'était le fait que la société politique allemande refuse de juger ces criminels, alors que ces criminels qui avaient agi
en France, étaient les seuls criminels au monde à ne pas pouvoir être jugés et à être assurés d'une totale impunité. Donc il était normal pour des gens de notre génération de lutter contre cet état de fait et de ne pas se résigner. La France officielle était résignée. Nous, on n'était pas résignés. Il fallait faire voter une loi pour que ces criminels puissent être jugés et il fallait la faire appliquer. C'était rapprocher la France et l'Allemagne. C'est certain que les médias, les grands journalistes, les parlementaires, pour la plupart, ont compris la portée symbolique de ce que nous faisions et c'est ce qui nous a permis, agissant, c'est vrai, de façon très radicale, tentatives d'enlèvement, etc., manifestations illégales dans les tribunaux, à l'extérieur des tribunaux, mais on savait que c'était, comment dire, pour rapprocher la France et l'Allemagne, pour obliger les Allemands à faire des actes qui étaient difficiles, mais qui étaient justes et qui permettaient une unité morale, de morale politique entre la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, la photo que Jean-François Strouff a peut-être montrée au tout début, qui montre l'occupation du tribunal de Cologne en 1978, eh bien, 30 ans après, nous sommes repartis avec les mêmes pratiquement quelques dizaines de personnes qui avions occupé ce tribunal. Nous sommes repartis à Cologne où le ministre de la Justice a inauguré une stèle à l'entrée de la salle où ont été jugés Lischka, Hagen et Heinrichson pour commémorer ce moment historique que l'Allemagne a vécu, c'est-à-dire de juger ces criminels. Et donc, tout ce qu'on a fait, finalement, le côté, disons, brutal, illégal, s'est effacé et il reste la portée symbolique. Et l'Allemagne nous est reconnaissante, est reconnaissante à Beat d'avoir giflé le chancelier Kissinger, puisque en 2012, Beat a été une des 2 candidates à la présidence de l'État allemand, de la République fédérale allemande. C'est donc que c'est reconnu. Et nous avons été décorés aussi de la plus haute distinction allemande parce que les gens ont compris, avec le temps qui passe, que ce que nous faisions, c'était bon pour la France, c'était bon pour l'Allemagne. Et donc, du côté français comme du côté allemand, je veux dire, on a reconnu la légitimité d'action qui n'était pas à l'époque reconnue comme, au contraire, puisque nous-mêmes, nos amis de la LICRA, nos amis des fils et filles, ont connu la prison, mais ils ont connu aussi la satisfaction de voir les criminels jugés et de voir une réconciliation franco-allemande complète. Il faut encore dire que même sur la plaque que Serge citait au tribunal. Mais Béate, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux… Voilà. Sur la plaque que Serge citait là, au tribunal allemand, on a même cité le nom de travail des fils et filles qui sont venus à plusieurs fois pour manifester et pour obtenir ce procès. Donc, on était sur cette plaque mentionnée fils et filles. Et si on revient maintenant à la France, de quand datez-vous ce sursaut de conscience, cette reconnaissance? Est-ce qu'elle intervient au moment du procès Barbie, en 1987? Non, elle intervient bien déjà avant. Du côté de la France, on nous a toujours laissé agir sans contrôle. On nous a fait confiance. Les autorités ne nous ont jamais contactés pour nous dire stoppez vos actions. Cela crée des crises diplomatiques. Jamais nous n'avons eu la moindre pression d'aucun gouvernement, ni du général de Gaulle, ni de M. Pompidou, ni de M. Giscard d'Estaing, ni de ses successeurs. Jamais la moindre pression. Je crois que c'est le seul pays au monde où, disons, on a pu bénéficier d'une totale liberté d'action. On nous a toujours fait confiance. Et quelle place occupe, selon vous, le procès pour complicité de crimes contre l'humanité de Paul Touvier et de Maurice Papon dans ce travail de mémoire sur la politique anti-juive de Vichy? D'abord,
la principale affaire, c'est l'affaire Bousquet-Leguet, parce qu'ils étaient bien au-dessus de Papon et bien au-dessus de Touvier. Ils n'avaient rien à voir d'ailleurs avec Touvier. Touvier, c'est la police parallèle du régime de Vichy, la milice, tandis que Bousquet, Leguet, Papon, c'est d'une part la police, les forces de police françaises, aussi bien la Sûreté nationale, la police nationale, que la gendarmerie, réunie sous l'autorité de Bousquet et de Leguet dans la zone occupée. Et Papon, c'est l'administration préfectorale. C'est ça l'antisémitisme d'État. Quand les Juifs sont arrêtés, ils sont arrêtés par la police, les forces de police nationales, la police nationale et la gendarmerie, sous l'autorité de l'administration préfectorale. C'est le préfet qui est maître d'œuvre dans chaque département de l'arrestation des Juifs. C'est ça l'appareil d'État qui persécute les Juifs pendant la guerre, beaucoup plus fort que la milice qui, elle, est active dans les 2 dernières années de l'occupation allemande. Et comment devenez-vous, cher Serge, l'historien de référence des persécutions des Juifs en France sous l'occupation? Dans ce très beau livre, vous dites « Je ne suis pas seulement chasseur de nazis, je suis surtout chercheur des âmes juives disparues dans la Shoah. » C'est ainsi que vous vous définissez, avec une attention particulière à la mémoire des enfants qui ont disparu pendant la Shoah. Ah oui, parce que les enfants, c'est l'innocence absolue, puis tout l'avenir, tout ce qu'ils auraient pu apporter. J'ai lu récemment le livre de Robert Dautrey. Robert Dautrey, pendant la guerre, n'avait même pas un caleçon sous son pantalon, tellement il était pauvre. Eh bien, Robert Dautrey est entré premier à Polytechnique, et Robert Dautrey, qui était dans la misère la plus noire, est entré premier à Polytechnique, et c'est lui qui a conçu et qui a dirigé tous les travaux de la bombe H en France, et les grands croix de la Légion d'honneur, etc. Bon, c'est un exemple, mais il y en a des tas d'autres. J'ai cité l'exemple de Richard Flegelman. Il est arrivé, il habitait le même immeuble que moi en 1940, 1939-40, avenue de Versailles à Paris. Eh bien, Richard Flegelman, qui venait d'arriver de Pologne, en 1942, a eu le premier prix de version latine au concours général. Bon, quand on pense à tous ces enfants qui ont disparu, 11 000 enfants partis de France, arrêtés le plus souvent par des forces de police françaises, des uniformes français, eh bien, on est inconsolable, tout simplement. Et quand on est inconsolable, eh bien, on cherche non seulement à se consoler, mais à faire en sorte que ces enfants laissent une trace. Et ils auraient pu laisser une trace statistique. Et moi, j'ai voulu que chaque enfant laisse une trace véritable. Et donc, je suis parti à la recherche de chaque enfant. Et le mémorial continuera notre œuvre. Et chaque enfant à sa place, chaque enfant est dans le mémorial des enfants, dans le mémorial de la déportation. On sait de qui j'ai rassemblé les familles, on sait de qui il est enfant, même s'il s'appelle Lévy ou s'il s'appelle Cohen, et qu'il y a des centaines d'homonymies. Eh bien, il a rejoint sa famille, on connaît son parcours, on connaît son destin, hélas, et ces enfants ne sont pas oubliés. Ça, c'est une partie du travail, ce n'est pas un travail véritablement historique, c'est un travail archivistique et un travail de détective, mais c'est un travail absolument nécessaire. Et le travail historique, je l'ai mené en tant qu'historien, parce que j'ai fait mes études d'histoire, j'ai fait un diplôme d'études supérieures d'histoire sur la Perse et les grandes puissances. S'il y avait eu des professeurs à l'époque capable disons, de diriger un mémoire sur l'essor des Juifs en France, mais il n'y en avait pas à l'époque. Et les archives étaient totalement fermées. Je suis le premier à avoir, grâce à Beat, à son engagement, eh bien, la France nous était reconnaissante et on nous a ouvert les archives. Je suis le premier historien. Mon mérite est d'avoir ouvert les archives et d'avoir pu publier justement les documents
et l'enchaînement des faits, l'histoire de la solution finale en France. J'ai pu le faire dès le début des années 1980 parce que j'avais la documentation, mais je me suis battu pour avoir cette documentation. Des Beat s'est battu aussi. C'est en se battant dans l'affaire Barbie en Amérique du Sud ou bien dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou au Moyen-Orient. C'est comme ça qu'on a obtenu cette confiance qui nous a ouvert ces archives, et ces archives étaient absolument nécessaires. Il y en avait au mémorial du martyr juif inconnu, et il y en avait énormément aussi à la préfecture de police, dans les archives nationales, et j'ai été le premier à bénéficier de cette ouverture. Et donc, j'ai pu écrire aussi l'histoire, et pas seulement l'histoire de chaque enfant, mais l'histoire de la solution finale en France, dans Vichy-Auschwitz et dans le calendrier de la persécution des Juifs. Mais j'étais formé pour, puisque j'ai fait mes études d'histoire, de sciences politiques, donc, et de droit aussi, donc j'étais formé pour pouvoir faire ce travail et accomplir mon destin individuel dans un contexte collectif. Survivant de la Shoah, j'ai survécu pour quelque chose, c'est-à-dire pour représenter les fils et filles des déportés juifs de France. Donc c'est un militantisme armé par la connaissance historique. Anita, tu avais encore quelques questions. Absolument. Vous avez accompagné la chancelière Angela Merkel lors de sa première visite à Auschwitz-Birkenau en décembre 2019 à l'occasion du 75e, 75 pour parler en Suisse, donc 75e anniversaire de la libération du camp. Quelles ont été vos impressions de cet événement historique? C'est une question pour Béate plutôt. Hein. Oui, que Béate pourrait poser. Très bien parce qu'on était invités et puis c'était quand même Angela Merkel était venue pour la première fois à Auschwitz, voilà. Avant de devenir chancelière, elle n'est jamais allée à Auschwitz, donc pour nous c'était formidable. Un tout petit peu plus fort, Béate, on t'entend moins bien que Serge. Avec elle à Auschwitz, au moment où pour elle c'était la première fois, c'était pas pour nous. Voilà, je voudrais ajouter quand même que ce voyage de Angela Merkel à Auschwitz a produit ses résultats. Beate avait fait campagne auprès d'elle il y a une quinzaine d'années, à la création de la fondation Auschwitz-Birkenau, qui était nécessaire, cette fondation polonaise, pour l'entretien, la conservation du site d'Auschwitz. Eh bien, l'Allemagne avait donné 60 millions. Eh bien, après cette première visite de Angela Merkel, eh bien, l'Allemagne fédérale a décidé et la chancelière a décidé de verser encore 60 millions pour l'entretien d'Auschwitz. Ce n'est pas l'effort des Juifs à travers le monde qui aurait pu produire des sommes aussi importantes qui sont absolument nécessaires puisque les revenus de ces sommes permettent de faire en sorte que les baraques soient maintenues en état et que les collections du musée d'Auschwitz puissent s'enrichir. Oui, et d'ailleurs, le Covid a durement frappé le mémorial. Il se trouve vraiment dans une situation économique difficile en ce moment. J'aurais encore une question concernant la mémoire, le travail de mémoire dans les pays de l'Est de l'Europe, où en raison du rideau de fer, ce travail de mémoire donc n'a souvent pas été fait ou de façon lacunaire. Donc, comment travailler cette mémoire et plus particulièrement aujourd'hui, alors que la tentation nationaliste y est de plus en plus forte et les tentatives de réécriture de l'histoire se multiplient, comme ce qu'on peut voir en Hongrie ou en Pologne. Peut-être c'est une question pour Serge, plus spécifiquement. Ça dépend des pays. Nous avons vu tout à l'heure une émission qui est passée il y a 2 ou 3 jours en Russie, et une émission d'1 heure sur nous en Russie. C'était inenvisageable il y a encore quelque temps. Eh bien, ça existe. Et je dirais que Poutine est allé
Jérusalem, c'est quand même un progrès. Et Poutine lutte contre l'antisémitisme. Il a même, comment dire, il est à l'initiative d'une loi contre l'antisémitisme qui est une loi sévère. Donc il y a des progrès en Russie. En Pologne, il y a une situation difficile. La Pologne, sa situation politique entre la Russie et l'Allemagne. Bon, la Pologne aujourd'hui est proche de la Russie, des États-Unis qui la protègent. Elle est proche d'Israël et en même temps, elle a sur sa mémoire, elle préfère qu'on ne mette que les lumières en valeur et que les ombres soient passées à profit et perte. Il faut à chaque fois réagir, à chaque fois montrer où est la vérité historique. Il faut être intraitable sur la vérité historique. Moi, je suis intraitable sur la vérité historique. Ça ne m'empêche pas d'être au Conseil international d'Auschwitz ou à la fondation Auschwitz-Birkenau, qui est une fondation polonaise. Mais si vous voulez, par rapport à la vérité, ça m'est indifférent. Il faut dire la vérité. Si on dit la vérité, si on n'est plus membre du Conseil international ou de la Fondation, ben, tant pis, je veux dire, ça ne me touchera pas particulièrement. Très bien. Jeff, il est temps de passer la parole voilà, à notre... Exactement, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Vous êtes très nombreux et vous posez beaucoup de questions. Alors la première, elle est très, très personnelle, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Un jour, dans le cadre d'un documentaire, nous demande Didier, vous avez dit que vous ne pourriez pas réaliser votre combat, votre engagement, sans dans votre vie. Et vous revenir expliquer un petit peu cette déclaration très personnelle qui sollicite l'intérêt de nos auditeurs et auditrices. Je répéter la question, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Tu avais dit que tu as réussi ce combat parce que tu étais heureux, parce que tu étais vous étiez ensemble un couple heureux. Que les gens heureux peuvent agir beaucoup plus, s'engager beaucoup plus que les gens malheureux, même si on peut considérer objectivement que c'est plus facile de s'engager quand on est malheureux et qu'on risque de perdre son bonheur. Mais derrière nous, il y avait quand même, il y avait l'Allemagne nazie et l'Allemagne que Beat voulait réhabiliter, et moi, il y avait le combat pour cette mémoire juive. Ce sont des forces tellement qu'elles vous transportent comme un tapis volant. Elles vous emmènent. Beat est allé, mais je suis allé 2 fois en Syrie contre Assad, Beat 2 fois en Syrie contre Assad, je suis allé à Téhéran contre Khomeini, mais c'était toujours sur ce tapis volant. Parce qu'une fois qu'on est, comment dire, qu'on a derrière nous tout ce qui s'est passé, eh bien, on se sent très fort. On ne se sent pas invulnérable, mais on se sent très fort. Et même s'il arrive d'arriver, mais il y a eu des attentats contre nous très dangereux, à la bombe, au colis piégé, etc. Il y a eu des tas de menaces de mouvements néo-nazis, etc. Mais nous n'avons jamais eu peur dans notre action. Même pas, je dirais, on a négligé nos enfants, pas négligé, mais négligé les menaces qui pouvaient peser sur nos enfants. On les a négligés au profit d'une cause qui était une cause qu'on ne pouvait pas laisser au bord du chemin. Et donc, on a continué, on a eu la chance de continuer à être heureux. Voilà. Alors, c'est une question pour tous les deux, elle est fréquente, elle est posée par plusieurs de nos participants. C'est la question de que deviendra la mémoire de la Shoah lorsque les témoins de la Shoah ou leurs enfants auront disparu. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet du fait que quand il y a des sondages dans la jeunesse française, par exemple, il y ait autant de jeunes qui prétendent ne rien avoir entendu sur la Shoah? L'avenir de la mémoire de la Shoah est totalement garanti par l'existence de Yad Vashem,
de l'Holocaust Museum à New York, du musée de l'héritage juif à Washington, à New York, à Los Angeles. Il y a un centre de documentation mémorial de la Shoah à Paris. Et partout, dans tous les pays où a eu lieu la Shoah et dans les pays qui sont proches, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, il y a des centres de documentation, ils sont extraordinaires. Il y a une documentation qui est... Jamais aucun événement historique n'a rassemblé autant de documentation, et cette documentation, elle est indestructible. Donc, l'avenir de la mémoire de la Shoah, cet avenir historique, il est garanti. Pour le reste, c'est politique. Et puisque c'est politique, la France peut se réveiller demain d'extrême droite, l'Allemagne d'extrême droite ou d'extrême gauche. Extrême droite, ce serait pire que l'extrême gauche. Donc, il faut s'engager pour défendre la démocratie, les valeurs républicaines, la liberté, la justice, la dignité humaine. C'est la meilleure garantie pour que la mémoire de la Shoah subsiste. Sinon, tous les événements gigantesques comme la Première Guerre mondiale, je me souviens que quand j'étais petit, les chauffeurs de taxi qui étaient des Russes, qui avaient fui la révolution russe, les chauffeurs de taxi qui avaient fait la Première Guerre mondiale, ils sont tous morts. Ça n'empêche que la mémoire de la guerre mondiale ou la mémoire de la révolution russe, tout ça subsiste. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude. L'inquiétude, elle est politique. L'inquiétude est politique et l'histoire nous réserve toujours beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises. En 1917, les Allemands libéraient les Juifs en Pologne et en 1940, ils les tuaient massivement en Pologne. Donc, tout peut arriver en histoire et la seule défense que l'on puisse avoir, c'est que les citoyens s'engagent pour défendre les valeurs de liberté, de justice, de dignité humaine, protection sociale, etc. Alors, j'ai une phrase de Corinne qui va beaucoup vous interpeller. C'est « Certes, l'histoire est un éternel recommencement, mais lorsqu'on dit plus jamais, qu'est-ce que l'humanité ne comprend pas dans ce plus jamais ?» Qu'est-ce qu'il y a à expliciter pour que l'humanité finisse par comprendre ce que veut dire le mot « plus jamais ça » ? Il faudra des siècles encore. Des siècles et peut-être que jamais ça n'arrivera, peut-être que l'humanité se détruira elle-même, je ne le sais pas, ça dépend des générations, des jeunes générations qui seront plus tard des vieilles générations et des nouvelles générations, ça dépend du cheminement de l'histoire humaine et de la volonté collective des hommes, mais on ne peut pas dire que plus jamais ça. C'est un souhait, mais on n'a pas de garantie, on n'a absolument aucune garantie. Regardez les atrocités qui ont été commises quand il y avait 2 milliards d'hommes. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards et peut-être 8. L'humanité se répand sur Terre, les animaux disparaissent d'un peu partout, les grands animaux disparaissent d'un peu partout parce que l'homme prend la place. On déboise la forêt amazonienne. Il est donc certain que les nouvelles générations ont l'écologie comme priorité parce que c'est le monde dans lequel ils vont vivre, où ils auront des enfants, et c'est certain que c'est la véritable priorité de l'espèce humaine. Alors, encore une question qui est très importante. D'après les recherches du père Patrick Desbois, on retrouve des fosses communes de juifs dans différents pays. Beaucoup de ces morts n'ont pas été pris en compte dans le décompte global des 6 millions de personnes exterminées. Comment l'un et l'autre, vous voyez, quand est-ce que, nous demande Caroline, seront pris en compte ces morts de ce qu'on appelle la Shoah par balle? C'est absurde. Le père Patrick Desbois, qui est un ami que je soutiens depuis le début de ses recherches,
le père des Bois n'a jamais dit cela. Quand vous voyez un rapport des commandos spéciaux d'extermination, vous voyez 53 000 juifs tués à Sébastopol. Mais ils sont pris dans le décompte des morts. Mais ils ne sont pas, comment dire, on n'a pas retrouvé 53 000 corps. Et quand on retrouve les fosses communes, on retrouve les fosses communes des gens qui ont déjà statistiquement été intégrés. On sait qu'il est mort à peu près, ont été assassinés au fond 5,5 millions, entre 5,5 millions et 6,5 millions de personnes. Yad Vashem, et je soutiens aussi cet effort extraordinaire de Yad Vashem de reconstituer les 6 millions de morts, ou les 5,5 millions, ou les 6,5 millions. Et Yad Vashem est arrivé à 4,8 millions. La Fondation de la mémoire de la Shoah en France soutient par exemple l'effort de Yad Vashem depuis 20 ans qu'elle a été créée. Nous subventionnons toutes les recherches, en partie, toutes les recherches de Yad Vashem pour que les noms soient collectés. On est arrivé à 4,8 millions. Il y a encore 600 000 juifs de Pologne qui vont être intégrés certainement à l'issue des recherches. Mais il faut obtenir l'accord, par exemple, de la Pologne ou de la Russie, de la Biélorussie, pour avoir le droit de collecter ces archives. C'est un travail formidable que fait Yad Vashem, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et Yad Vashem parviendra à montrer que 6 millions de gens, individuellement, on pourra taper chaque nom et on verra, mais on ne peut pas, à partir des ossements, on ne pourra pas identifier chaque mort. J'ai envie d'arrêter 2 secondes les questions du public parce qu'on arrive bientôt presque à la fin. Nathalie, Anita, vous voulez reposer une question l'une ou l'autre? Peut-être remontrer ce très beau livre. Remontre bien tous les livres que tu as montrés. Nos vies contre l'oubli. Voilà. Qui est paru en 2019, qui est issu d'une série d'entretiens réalisés avec Eric Fotorino et Laurent Gresheimer aux éditions Philippe Ray. D'accord, c'est une des questions qui était posée par les... Il y a aussi évidemment les mémoires de Serge et Béat. Une édition augmentée, un livre de poche qui paraîtra bientôt. Très bien, très bien. Donc, de quoi documenter notre public. Alors, qu'est-ce que je vous... Alors, Serge, c'est étonnant. En 2020, voilà une question. La personne n'a pas donné son nom, mais elle est importante, la question. Dans le cadre de la spoliation des biens juifs en France, notamment à l'occasion de l'arianisation de sociétés françaises juives, on te demande, Serge, est-ce que tu pourrais aider un particulier à se mettre en rapport avec les descendants d'une famille juive possédant une entreprise à cette époque et qui a été spoliée? C'est une question d'un particulier. Il n'a qu'à mettre une petite annonce dans un grand journal, dans le Figaro, et il met les noms des personnes sur lesquelles il a des dossiers, et certainement elles lui répondront, mais il faut un engagement. Chaque fois qu'on nous demande quelque chose, moi je réponds, vous devez vous engager vous-même. Et s'engager soi-même, c'est voilà, publier une petite annonce dans Le Monde ou dans le Figaro, et croyez-moi, il y aura une réponse dans le Parisien. Alors, je sais qu'un avocat n'a pas trop envie de commenter des affaires judiciaires, mais c'est une question très, très, très sensible. L'affaire Sarah Halimi, Serge, qu'est-ce que cette décision de justice t'inspire? Le jugement de l'assassin de Sarah Halimi me paraît nécessaire. Derrière sa, comment dire, sa démence, derrière une période de démence, il y a un antisémitisme exacerbé qui l'a poussé à agir, et donc il est important de faire un procès, d'avoir un procès où on fait comprendre comment cet antisémitisme lui est venu et comment, au fond, dans un accès de démence qui le pousse dans la brutalité et la cruauté la plus
euh, exceptionnel, eh bien, c'est aux Juifs qu'il s'en prend. Eh bien, ça fait comprendre à d'autres comment l'antisémitisme dans des gens qui apparemment sont banaux ou avec leurs qualités et leurs défauts, tout d'un coup, dans une situation exceptionnelle, ils arrivent à haïr, et non seulement à haïr, mais à tuer les Juifs. C'est quand même un procès qui me paraît tout à fait indispensable. Voilà. Donc, moi, je voudrais réintervenir sur un point. Tu as beaucoup prononcé le mot engagement. C'est un peu l'introduction que j'avais faite pour expliquer justement à quel point, à côté de cette formidable documentation, qui est une forme d'engagement aussi, que vous avez pu réunir, mais est-ce que l'engagement ne va pas être nécessaire pour que cette documentation accumulée, que ces mémorials de la Shoah, Yad Vashem, autres lieux de mémoire, vont-ils se suffire à eux-mêmes si par ailleurs il n'y a pas un véritable engagement pour perpétuer la Shoah non pas simplement comme un fait historique, mais comme un combat? Si on regarde les nouvelles générations, celles qui font leur doctorat, par exemple, d'histoire, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a beaucoup de doctorants qui choisissent, surtout en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Israël, de travailler sur la Shoah. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. À la Fondation pour la mémoire de la Shoah, il y a des dizaines de doctorants qui demandent le soutien de la Fondation pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et ce sont des sujets donc, qui présentent un intérêt exceptionnel pour les futurs grands historiens qui renouvelleront peut-être l'histoire de la Shoah ou de la persécution nazie. Alors Nathalie, si tu veux bien, tu as une dernière question à poser? En conclusion, et pour rendre aussi hommage à la figure de Karl Lutz, puisque nous organisons cet événement en partenariat avec le cercle Karl Lutz, donc ce diplomate extrêmement courageux qui a réussi à sauver et à protéger des milliers de Juifs en Hongrie. Est-ce que Serge, est-ce que Béate, vous pensez que finalement l'action, l'engagement d'un seul homme ou d'une seule femme peut changer les choses? C'est certain, Karl Lutz a sauvé beaucoup de vies parce que si s'était pas engagé, c'est pas le dernier secrétaire d'ambassade qui serait engagé. Lui s'est engagé et ayant un niveau intellectuel élevé, et ayant déjà rencontré les Juifs puisqu'il était en Palestine, si je me souviens. À Jaffa, il était en 1935. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il était déjà mobilisé par le fait qu'il connaissait le judaïsme, il connaissait les Juifs, il les avait vus vivre et travailler en Palestine, et donc il a réagi comme un homme exceptionnel, avec une volonté, alors que s'il n'y avait pas eu cette persécution, la guerre serait terminée, il aurait eu une carrière normale de... Il faut des événements exceptionnels. Moi, si je me suis engagé, c'est parce qu'il y a la Shoah derrière moi, qui est un événement exceptionnel. Béate, elle s'est engagée aussi parce qu'elle a été révoquée de son travail à Paris, une terre de liberté. On l'a mise à la porte de son travail parce qu'elle a dit qu'un nazi, c'est mal pour l'Allemagne d'avoir un nazi. C'est quand même quelque chose qui vous remplit d'énergie et de rage. Mais je crois que les citoyens, surtout les Juifs, doivent se rendre compte qu'on est dans une période difficile, surtout en France, après cette crise, et il faut défendre les valeurs républicaines, il faut s'engager, il faut aller voter dimanche, il faut aller voter contre les extrêmes, il faut faire en sorte que la République triomphe, que les partis républicains triomphent. Et donc, l'Europe aussi, qui fait partie de vos combats, à tous les deux? Il faut un front républicain constant il faut que tout ce qui réunit les grands partis du centre est beaucoup plus fort que ce qui les divise, et donc il faut que les citoyens
leur indiquent la marche à suivre. Serge, Béate, merci infiniment de nous avoir consacré tout ce temps. Merci à toute l'équipe de l'Écuche derrière Nathalie. Merci à toute l'équipe du Cercle Karl Lutz derrière sa secrétaire générale Anita. Et merci à vous toutes et vous tous qui êtes si nombreux. Pour tous ceux qui auraient raté cet événement, vous pouvez dire à vos amis qu'ils peuvent le voir et le revoir en replay sur les pages Facebook de l'Écuche et du Cercle Karl Lutz, sans doute aussi sur YouTube. Enfin, tous les liens sont possibles. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Serge et Béate, de votre énergie et de nous en avoir consacré cette partie pour convaincre et nous emmener avec vous jusqu'au bout de nos combats. Merci à tous. Merci à tous nos amis. Merci, bonne soirée.